Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui de la honte chez la victime d'un pervers narcissique et de son origine, de la façon de s'en libérer. La honte, elle est liée à un vécu depuis l'enfance, un vécu qui se caractérise par la perte d'estime de soi, de confiance en soi, un état de fermeture, de retrait, un figement au niveau du corps et au niveau de l'esprit, qui peut aller jusqu'à la soumission. Cette soumission est accompagnée d'anxiété sociale et d'autocritique constante. La personne a tendance à satisfaire les besoins de l'autre à son détriment. C'est un mécanisme de défense qui est là pour se protéger de la peur, d'un état d'insécurité. Et elle est accompagnée d'attentes qui sont des attentes de l'enfance, attentes de protection, attentes d'amour, de reconnaissance positive, attentes de sécurité, de justice et d'autres finalement, de tout ce qui correspond à des besoins depuis l'enfance, des besoins qui ont été frustrés. Et donc, ces attentes de protection, eh bien, elles conditionnent en fait la relation de la victime au pervers narcissique, puisque dans cet état d'attente, la personne a une posture d'enfant et le pervers narcissique, eh bien, il va aller vers cette personne qui est dans l'attente, dans des besoins frustrés, pour jouer le rôle de parent protecteur et qui en apparence est un parent nourricier. Donc si on se réfère à l'analyse transactionnelle, on a le parent nourricier, le parent critique. Eh bien, le parent nourricier, il est là, au fond, pour prendre soin, pour valoriser, pour encourager, pour réconforter, porter attention aux besoins et aux émotions de l'enfant, pour le soutenir. Et donc, ce parent nourricier, eh bien, le pervers narcissique fait croire à la victime qu'il va adopter ce rôle et donc combler les attentes frustrées depuis l'enfance de la victime. Et malheureusement, c'est une façon d'appâter, de séduire la victime pour l'attirer dans ses filets et ensuite adopter plutôt le rôle de parent critique. Et donc, ce parent critique est dévalorisant et il casse l'identité de la proie. Là, chez le pervers narcissique, casser l'identité correspond évidemment à un désir de pouvoir sur la relation, de manière à augmenter ses possibilités d'avoir plus de puissance sociale, professionnelle, etc. Ça, ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Ici, pour le moment, on va se concentrer sur la victime et donc bien comprendre que dans la mesure où finalement ces attentes-là sont frustrées, eh bien elles restent potentiellement victimes, ce qui implique de prendre soin de ces attentes, nous le verrons après. Donc la honte qui est associée à la soumission, au figement, eh bien c'est une défense contre des peurs, peur d'être incapable, peur d'être impuissant ou d'être seul. Ce sont des peurs archaïques qui sont déclenchées par le cerveau reptilien face à des violences ou des négligences vécues dans l'enfance. Et donc, la soumission est l'aboutissement d'un processus de figement total depuis l'enfance, accompagnant un état d'impuissance. Elle crée des endorphines pour se couper de la souffrance et avoir vraiment une possibilité de se protéger. C'est un mécanisme de défense utile au moment du traumatisme, mais qui par la suite devient problématique dans la mesure où, avec le figement, eh bien, la personne n'est plus capable d'écouter son ressenti, ses émotions, ses besoins et ses limites. Donc, au moment du traumatisme, face à un danger potentiel ou un danger réel, la victime déclenche ce mécanisme de figement et donc la soumission pour se protéger. Mais cette défense, par exemple, a été utile si la victime a eu un parent violent, un parent critique, un parent qui a adopté un modèle violent, cherchant le pouvoir, par exemple, par la moquerie, la dévalorisation, la culpabilisation.
Et au fond, si l'enfant est face à ce pouvoir du parent, il est figé de peur parce qu'il est dépendant de son parent et donc ce mécanisme de protection est bien utile. C'est un abus émotionnel, mais l'enfant doit supporter, subir ces abus répétés et donc il se ferme, il se tait et ainsi il met un stop, sans le dire évidemment, mais c'est ce qui se passe, il met un stop à la violence puisque ce parent qui a adopté le modèle violent, qui recherche le pouvoir, eh bien face à cet enfant qui se tait, à ce moment-là, il a le pouvoir et il stoppe les violences qui sont les réactions finalement à l'expression de l'enfant. Si l'enfant exprime son point de vue, ses émotions, ses besoins, eh bien le parent se sent menacé dans son pouvoir et il va faire taire l'enfant par ses violences. Donc le figement permet de stopper les abus émotionnels, mais il ne permet pas finalement d'être soi-même. Donc la défense persiste des années après. Et elle est déclenchée à nouveau à partir du moment où la victime vit dans sa situation de vie une situation qui rappelle le traumatisme initial avec le parent. C'est le cas s'il y a l'emprise d'un pervers narcissique ou bien une critique dans sa vie amicale, dans sa vie de couple, dans sa vie professionnelle. Et donc à ce moment-là, la personne reste en état d'hypervigilance, d'insécurité et elle met le focus sur le négatif, sur le danger potentiel. Dans cet état d'insécurité, elle continue à se figer et à se soumettre. Quelles sont les solutions à envisager si on est dans cet état d'insécurité? Eh bien, c'est d'abord de prendre conscience de ce que l'on vit, aller chercher dans le corps la solution, puisque c'est d'identifier les mécanismes de défense, notamment par exemple la honte, qui permet de reconnecter le traumatisme initial et donc les sensations, les émotions qui ont été présentes au moment du traumatisme. La personne peut aller chercher une ressource externe ou interne pour faire face à ce traumatisme. Et donc, si elle va chercher une ressource, ça peut être par exemple le soutien d'une personne de son entourage qui la valorise, qui la réconforte. Et elle peut ressentir dans le corps les émotions, les sensations agréables, les mémoriser. Et en les mémorisant, elle permet à son cerveau d'intégrer de nouvelles informations, des informations de sécurité, de manière à modifier sa relation au monde et face à de nouvelles situations, acquérir davantage de sécurité. Donc, elle peut à ce moment-là identifier en elle le traumatisme, identifier quel âge elle avait, qu'est-ce que ressentait cet enfant au moment du trauma et adopter une attitude de reparentage vis-à-vis de soi-même, c'est-à-dire face à l'enfant intérieur qui est dans la détresse, eh bien, grâce à la ressource acquise, la personne peut avoir une attitude parentale bienveillante, sécurisante, réconfortante, finalement devenir un parent nourricier pour elle-même. Elle peut ainsi apaiser l'insécurité de l'enfant intérieur et grâce à cet apaisement, eh bien, elle peut davantage faire face aux situations de sa vie présente. Elle peut satisfaire les besoins de l'enfant qui est en détresse à l'intérieur d'elle, par exemple le besoin de reconnaissance positive, et tous les jours, la personne peut s'entraîner à identifier dans sa journée qu'est-ce qui lui a fait du bien, de quoi elle est fière, de quoi elle est contente. Et de cette manière, un peu comme le sportif qui tous les jours s'entraîne pour améliorer ses performances en s'encourageant avec des images, des pensées, des sensations positives, eh bien, la personne peut également s'entraîner tous les jours pour satisfaire son besoin de reconnaissance positive et ainsi retrouver un état de sécurité, de satisfaction. Cela implique évidemment d'écouter son corps, car l'émotion est un signal, la sensation est un signal positif d'un besoin à satisfaire. Et donc la coupure du corps n'est pas la solution, le figement, la dissociation, la soumission, ce n'est pas
une solution, c'était utile, c'était une défense utile au moment du traumatisme, mais par la suite, ça devient une façon finalement de réactualiser constamment le trauma sans y amener véritablement de solution. La personne peut aussi remplir son réservoir émotionnel d'affection à travers des relations bienveillantes qui vont aussi lui renvoyer une image positive d'elle, de lui donner de la reconnaissance positive. Et cela aussi, elle peut le mémoriser à travers les sensations, l'émotion agréable que cela produit en elle. Cela crée en effet de la sérotonine et l'ocytocine. La sérotonine qui est l'hormone du bien-être et l'ocytocine qui est l'hormone de la confiance. En ayant davantage de confiance et de bien-être, eh bien, la victime peut davantage se libérer de relations où elle n'obtient pas finalement le respect et le respect de ses limites et la reconnaissance suffisante de ses besoins. Elle peut, dans cet état de sécurité, en étant attentive à ses émotions et à ses besoins, elle peut transformer ses peurs, les peurs du trauma et les peurs actuelles. Elle peut recourir à chaque fois à ses ressources, des ressources internes ou des ressources externes. Donc, ce que j'entends par ressources, ça peut être des ressources émotionnelles, des moments où elle s'est sentie bien, où elle se sentit satisfaite, heureuse, dans la joie, des ressources relationnelles, des personnes bienveillantes, valorisantes, encourageantes, réconfortantes. Ça peut être des ressources psychologiques, chaque fois dans ses souvenirs qu'elle a eu des moments où elle était fière d'elle, ou des ressources spirituelles, recourir à la connexion avec plus grand que soi et en ressentir l'apaisement. Toutes ces ressources, la ressource de la nature également, eh bien toutes ces ressources, qu'elles soient internes ou externes, vont contribuer au reparentage et donc à cette relation à l'intérieur de soi entre le parent nourricier et l'enfant intérieur. Donc ces parts de soi, vraiment c'est important de les identifier et de construire ce dialogue intérieur entre le parent bienveillant, nourricier et cet enfant en soi qui peut être en détresse s'il y a eu des traumatismes dans l'enfance. Et donc en développant ce parent nourricier, eh bien, la victime peut ainsi se libérer de l'emprise du pervers narcissique, mais aussi peut se reconstruire dans son identité. Donc toutes ces ressources sont très utiles à développer et c'est possible de les développer par un entraînement quotidien. Donc la honte qui a évidemment été renforcée par le pervers narcissique pour obtenir davantage de pouvoir et qui prend son origine dans des traumatismes de l'enfance comme défense, eh bien petit à petit elle peut être soignée et elle peut se transformer. Donc grâce à la relation interne entre le parent nourricier, l'adulte et l'enfant intérieur. Et donc, il est possible de se libérer de ces traumatismes d'enfance et c'est très utile pour ne pas entrer dans un processus de revictimisation puisque lorsque le trauma est toujours là, eh bien, les peurs qui sont associées au trauma, peur d'être impuissant, incapable ou seul, eh bien, le pervers narcissique ou un autre manipulateur va les identifier et peut ainsi jouer ce rôle apparemment protecteur nourricier, mais juste pour séduire et ensuite installer l'emprise. Donc, reprendre le pouvoir sur sa vie, ne plus donner prise au pouvoir d'un manipulateur ou d'un pervers narcissique quel qu'il soit, eh bien, c'est finalement devenir un bon parent pour soi, un parent nourricier. Si vous voulez en savoir plus, eh bien, vous pouvez lire Les victimes de pervers narcissiques, guérir le traumatisme, qui est paru aux éditions Ellipse et qui peut vous aider à davantage travailler et avoir une meilleure connaissance de ces mécanismes de défense pour les transformer les peurs qui vont avec. Eh bien, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un j'aime sous la vidéo et je vous dis bonne journée.